Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro intitulé Mardi Moitou qui s'installe sur la grille des programmes de Contact FM en partenariat avec Génération Optimiste, le réseau francophone des gens positifs. Alors pour celles et ceux qui découvrent l'émission, eh bien le principe est simple. Chaque mardi soir, je vous invite à découvrir la personnalité d'un invité à travers une série de questions récurrentes. Notre invité est choisi au hasard de l'actualité. Il peut s'agir d'un expert dans son domaine, d'un professionnel de tout horizon, d'un coach en développement personnel, d'un sportif de haut niveau et pourquoi pas d'un artiste ou voire même d'un people. Chaque mardi soir, 3 grands thèmes sont abordés. Qui est notre invité? En savoir plus sur sa vie et puis parlons de son domaine d'expertise. À chaque fois, les mêmes interrogations. En revanche, les réponses sont toutes différentes, comme vous allez pouvoir le découvrir. Alors cette semaine, il s'agit d'une femme qui se prénomme Christine. Elle est québécoise, et ça nous allons en reparler tout à l'heure. L'occasion pour nous de vous offrir un moment particulièrement positif avec une invitée tout à fait engagée dans ce sens, une femme remarquable, histoire de ne pas manquer de vous faire vivre le monde autrement. Ludovic Bozeron pour vous servir durant cette prochaine minute. C'est donc parti pour un nouveau numéro de Mardi Moitou sur Contact FM en partenariat avec Génération Optimiste. On démarre tout de suite l'émission juste après ça. Contact FM. Si vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus. Vous êtes à l'écoute de Contact FM sur le 88.8 et les 89 de la bande FM ou encore en web diffusion sur Internet. L'idée de Mardi Moitou est de vous faire partager 45 minutes de directe vérité avec un invité prêt à partager ses expériences et son vécu. Durant toute la durée de l'émission, vous pouvez à votre aise intervenir sur le chat ouvert à cet effet. Pour cela, vous devez simplement nous rejoindre sur le site de notre partenaire www.génération-optimiste.com, rubrique chat ou téléphonez-nous. Bonjour Christine, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous connaissez le principe de l'émission? J'ai entendu une entrevue que tu as passée hier, alors oui, je pense que je vais être prête aujourd'hui, là. Pour rentrer dans le vif du sujet, première partie de notre émission, qui est notre invité? Ma première série de questions débute par une rapide présentation. Alors ma chère Christine, quel est votre nom de famille et quel âge avez-vous? Mon nom est Christine Dubois, j'aurai 47 ans dans quelques semaines. Ok, de quelle région êtes-vous originaire? J'entends un petit accent, vous habitez où aujourd'hui? Je suis native et je vis toujours à Asbestos, c'est une belle petite ville de près de 7000 habitants au Québec, au Canada. Ça se trouve entre Montréal et Québec, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. Pourquoi, enfin tout du moins, comment vous êtes-vous retrouvé dans cette région? Pourquoi avez-vous choisi cette ville? Est-ce que c'est lié à votre famille? Comment vous êtes retrouvé là-bas? Oui, tout à fait. Ben, mon grand-père a travaillé ici. On a une mine d'amiante. Donc, mon grand-père a travaillé là. Mes parents sont nés ici dans la région et moi, j'y suis née. Et j'y vis encore avec mes enfants et toutes mes amis, ma famille. Alors justement, votre situation familiale, si vous ne vivez pas seul, c'est le cas, vous venez de me dire avec vos enfants, comment elle est composée, votre famille aujourd'hui? Je suis séparée. J'ai 2 grandes filles de 22 et 20 ans et je vais être grand-mère à la fin octobre. Ah, félicitations! Vous avez des animaux de compagnie, des chiens, des chats, des poissons rouges, je sais pas, un alligator, enfin moi je veux tout savoir. J'ai un chien, il s'appelle Stenger. C'est un chien qui est vraiment formidable. Il nous apporte des beaux moments de bonheur. Des fois même, il comprend des choses que nous-mêmes, on a de la difficulté à comprendre pour nous. C'est un de nos meilleurs amis. Ah, super! C'est vrai que les animaux ont cette particularité d'être beaucoup plus attentifs que certains êtres humains. Oui, tout à fait. Dans la situation actuelle, comment vivez-vous votre vie au quotidien? Parlez-moi de vos activités. Est-ce que vous occupez un emploi? Parlez-moi de votre profession si c'est le cas, de votre expertise en tout cas. Je suis auteur. J'ai 2 livres à mon actif. J'écris un 3e et un 4e qui sont en route aussi. Je fais des conférences afin de démystifier les maladies mentales parce que je veux démontrer aux gens atteints qu'ils ne sont pas seuls puis qu'il est possible de s'en sortir et surtout de mieux vivre sa vie. Je fais également des ateliers d'écriture créative qui stimulent l'écriture, le plaisir d'écrire par différents jeux. Puis je travaille aussi comme coach pour les gens qui sont en perte de poids chez Esthétique Toi et Moi ici à Asbestos. C'est un travail qui se marie très bien avec mes activités, ma passion et qui me permet d'aider des gens justement à mieux vivre leur vie.
Génial. Dans un sens général, comment voyez-vous votre existence? Est-ce que vous avez une idée précise de ce que vous souhaitez vivre dans les années à venir? Dans un sens général, moi, mon objectif, ça serait de devenir une des conférencières vraiment renommées dans mon secteur d'activité, parce qu'il y en a vraiment pas beaucoup, D'accord. qui parlent de maladies mentales. Mais je suis ouverte à développer. Donc là, j'ai des conférences qui parlent de lorsque j'ai enlevé mon masque, lorsque j'ai vécu la timidité. Et là, j'ai des conférences aussi sur le bonheur. Très bien. Et justement, par rapport à ça, est-ce que vous êtes en accord avec la personne que vous êtes devenue aujourd'hui, Christine Dubois? Je te dirais que c'est dû à un cheminement personnel. La personne que je suis devenue aujourd'hui, c'est une personne qui a pris sa place, qui a vécu pendant des années l'anxiété générale. J'ai été diagnostiquée anxieuse avec de l'anxiété générale à l'âge de 27 ans. Je ne connaissais pas ce mot-là, je ne l'avais jamais entendu parler. Et lorsque j'ai vécu ça, là, je me suis dit, oups, là, il y a quelque chose. J'ai déjà été consultée, donc j'ai suivi une première thérapie à l'âge de 27 ans. À l'âge de 30 ans, c'est le mot dépression qui est rentré dans ma vie. Et moi, je me disais, ça peut pas m'arriver, ça arrive bien qu'aux autres. Moi, je suis une fille qui est toujours de bonne humeur, qui est positive. Mais cette maladie-là est rentrée dans ma vie justement pour me montrer à quel point je pouvais être et devenir celle que je voulais, celle que je désirais. C'est un cheminement de vie qui m'a amené à déployer mes ailes, à sortir de mon cocon, à partir des projets, à fonder des organismes et à faire des travails où je me permettais d'aider des gens, toujours en me respectant, en respectant la personne que je devenais. Puis avec l'âge, à l'âge que je suis rendue aujourd'hui, je suis rendue à l'étape de me choisir encore plus, de prendre des décisions à moi pour moi. Et je m'épanouis là-dedans. Puis je pense que je suis en train de faire, oui, un bon cheminement. Puis je sais qu'est-ce que je veux faire. Mon objectif, c'est de sortir encore plus de ma zone de confort, de vivre des premières fois, puis de m'épanouir là-dedans. Vous êtes à l'écoute de Contact FM en direct des 88.8 et 89 de la bande FM ou encore en web diffusion sur Internet. Ludovic Bozeron aux commandes d'un nouveau numéro de Mardi Moitou. Bien, sachez que je suis très heureux de vous accompagner sur le chemin de la découverte, de la rencontre et surtout de la bonne humeur. Nous sommes en compagnie de Christine Dubois, que je remercie de sa présence sur notre antenne et surtout d'accepter de répondre à l'ensemble de mes questions. Je rappelle que Christine Dubois, elle est auteure de plusieurs ouvrages à succès, notamment un livre qui s'appelle La dépression, le plus beau cadeau de ma vie, et de d'autres ouvrages, on va en reparler tout à l'heure, et également d'une page officielle sur Facebook qui porte le même nom, La dépression, le plus beau cadeau de ma vie, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Facebook. Deuxième partie intitulée En savoir plus sur sa vie. Alors ma chère Christine, commençons par le début. Parlez-moi de votre enfance. Tout d'abord, que faisaient vos parents? Quelle image avez-vous de vos parents? Mon père était appariteur à l'école secondaire de ma ville. Il s'occupait des sciences, de la musique, de l'art plastique, des sports, etc. Il se donnait beaucoup à son travail. C'est un homme qui était beaucoup impliqué aussi dans son milieu. Président du hockey mineur, président de la balle, président de syndicat. Ma mère, elle, de son côté, c'est une femme au foyer. Elle a toujours été là pour nous à notre arrivée à l'école, elle préparait des repas. Elle aussi s'impliquait, mais de façon différente. En rendant des visites à des personnes âgées, elle a fondé avec une de ses amies la Fraternité des malades à l'époque. Elle aimait beaucoup le côté humain et le côté non-jugement. Pour elle, c'est important que ses enfants soient élevés de sorte à être capables de rentrer en lien avec les gens facilement. Donc, j'ai été élevée à partir de 5 ans avec des personnes ayant des handicaps différents, des handicaps lourds, mais j'ai appris à aimer ces personnes-là, à les apprécier, à les respecter. Puis, ça fait partie de mon cheminement. Puis aujourd'hui, je me sens très à l'aise avec des personnes handicapées. Et très bien aussi, parce que je trouve qu'ils ont beaucoup à nous apprendre. Donc, mes parents ont été un modèle pour moi par rapport à la façon de vivre, à la façon d'aider, l'empathie, la compassion, d'être là avec les gens, pas juste pour les gens. Avez-vous des frères, des sœurs? Comment vous viviez à cette époque-là avec votre petite famille? Moi, j'ai 2 frères qui sont plus vieux que moi. D'accord. On a toujours eu une très belle relation. Ils sont toutes les 2 militaires.
retraités depuis quelques années, mais aussitôt qu'ils ont eu l'âge, ils ont rentré dans l'armée canadienne et ont fait leur parcours militaire dans les Forces armées canadiennes. Il y en a un, le plus jeune, il y a 3 ans jour pour jour avec moi parce qu'on a la même date de naissance. Donc, on va fêter bientôt notre fête. D'accord. Mais c'est ça, je suis vraiment choyée. J'ai une belle relation avec mes 2 frères. Super. Et quel type d'enfant étiez-vous quand vous étiez donc toute petite? Une enfant plutôt timide ou plutôt turbulente? Plutôt timide, très timide. Disons que j'étais une personne qui, tantôt je te parlais d'anxiété générale. Lorsque j'étais jeune, l'anxiété générale a pris toute la place. Donc, beaucoup de choses que je faisais pas, des choses que je ne disais pas. Je n'étais pas la personne qui s'exprimait parce que j'avais peur que les gens m'aiment pas. Donc, je prenais pas beaucoup de place, ni à l'école, ni avec mes amis, ni avec ma famille, parce que justement, je voulais que les gens m'aiment. Donc, j'ai porté un masque pendant plusieurs années, et c'est avec la dépression que je l'ai enlevé. J'ai porté le masque de la timidité, j'ai porté le masque de clown pour que les gens m'aiment, pour que je puisse avoir une place dans leur vie. Et comment s'est déroulée justement votre scolarité? Vous étiez un élève plutôt un bon élève, un cancre que l'on plaçait au fond de la classe? Parce que face à cette situation, justement cette timidité, comment vous placiez-vous? Je te dirais que dans mon cas, j'étais pas une personne qui demandait beaucoup d'aide, donc j'ai pas eu des notes extraordinaires. J'étais pas une personne qui prenait beaucoup de place dans la classe. Si je levais la main, je me disais, bon, ben, les gens vont penser que je suis nounoune, je suis niaiseuse, je sais pas comment vous appelez ça en France, là. Un nunuche, un peu. Alors, je levais pas la main, je posais pas de questions. J'essayais de m'organiser par moi-même et j'ai pas eu de très bons résultats scolaires. Puis j'avais de la difficulté un peu à comprendre parce que moi, je suis très visuelle. Donc, la personne, si c'est une personne qui est auditive, qui explique, moi, je comprends pas, j'ai besoin de dessin. Donc, encore là, c'est une difficulté, mais disons que la timidité a pris beaucoup de place dans ma vie jusqu'à l'âge adulte. Alors, vous voyez, ce que vous dites, ça m'intéresse beaucoup, Christine, parce que d'un point de vue général, l'école a une façon, en tout cas en France, je ne sais pas si c'est pareil au Québec, chez vous. Je rappelle d'ailleurs à nos auditeurs que nous sommes donc en direct sur les ondes de Contact FM et via Skype en direct depuis le Québec. Donc, je posais ma question qui est la suivante, c'est que à l'école en France, on a une manière d'apprendre aux enfants qui est souvent effectivement sur l'auditif. Très peu sur la présentation de petits croquis, d'explications par l'image, etc. En tout cas, quand on commence à rentrer dans une phase, je dirais, d'études, comment vous voyez, de votre point de vue à vous, comment vous voyez l'école? Moi, dans mon cas, dans le temps que j'allais à l'école, il n'y avait pas beaucoup de visuels. Moi, ça me manquait, donc je comprenais pas la plupart du temps. J'avais besoin de plus d'explications. Aujourd'hui, l'école, de la façon que c'est rendu, je pense que c'est plus adapté dû au TDAH, des troubles de déficit d'attention et autres maladies. Je sais pas si tu appelles ça des maladies, là. Je suis pas assez poussée dans le domaine, mais je pense que l'école n'a pas eu le choix de s'adapter à cette nouvelle réalité-là. Je vois que moi, en tout cas, à l'école secondaire, puisque ça fait plusieurs fois que j'y vais, ils ont comme tous des tableaux qui sont très visuels. Les enfants, ils voient mieux, ils comprennent mieux, selon moi, en tout cas, la façon dont ça se déroule dans les classes, et ça leur aide, je le souhaite, beaucoup à mieux comprendre. Moi, dans mon cas, le fait que je sois une personne qui était très timide, qui demandait pas de l'aide, c'est sûr que ça l'aidait pas non plus. Mais j'espère, en tout cas, qu'il essaie de toucher à tout. Au niveau des gens qui ont de la difficulté à comprendre, parce que moi, je suis pas une personne auditive, mais pas du tout. Faut que j'aie des dessins, faut que j'aie une image. Mais je pense que graduellement, avec les années, ils ont adapté les écoles pour tous les genres de personnes. Aujourd'hui, on n'a pas de chance parce que nous sommes à la radio, hein, on ne fait pas de l'image, donc ça va être un peu difficile pour vous, alors pour nous suivre, mais je vais essayer d'imager tout ça. Allez, durant ces périodes d'insouciance, c'est-à-dire pendant que vous étiez petite fille, quels sont les souvenirs qui vous ont le plus marqué? Quand tu parles de souvenirs, tu parles de... par exemple, un bon repas en famille, des balades avec les copains et les copines, ou je sais pas moi, monter à cheval, ou je ne sais pas, quelle est la visite d'un grand parc où on fait la rencontre d'un ours. Ce sont des bons souvenirs. Moi, je vais te dire que parmi mes souvenirs, quelque chose que j'aimais beaucoup, c'est que j'ai eu
le privilège d'être élevé avec beaucoup d'animaux. D'accord. On avait des lapins, on avait des hamsters, on avait des chiens, on avait des chats, et de pouvoir avoir les portées des chiens, des chats, des lapins, des hamsters, de pouvoir les prendre dans mes mains, de pouvoir leur partager des choses. Ça devenait des confidents, ça devenait mes amis de jeu. Et je me suis vraiment trouvée choyée de pouvoir faire ça. J'aurais aimé ça offrir ça à mes filles, mais on restait dans un endroit différent, donc c'était pas possible. Mais d'avoir la possibilité d'avoir beaucoup d'animaux quand j'étais jeune, c'était vraiment un beau cadeau. Alors justement, quel rapport entretenez-vous avec vos camarades de l'époque? Quel jeu vous aviez? Quelle relation? Je parle des camarades, je parle pas des animaux. Ouais, j'avais pas un gros réseau à ce moment-là. J'avais pas un gros réseau. Comme je le disais tantôt, par l'anxiété générale que je vivais, je m'exprimais pas beaucoup. Donc, j'étais plutôt une suiveuse. J'étais une personne qui faisait ce que les autres voulaient faire. S'il y avait envie d'aller au cinéma, ben j'allais au cinéma. Que ça me tente ou que ça me tente pas, je voulais conserver l'amitié. Donc, je faisais des choses que les amis voulaient faire. Je me privais d'être moi. Je me privais d'être authentique avec moi parce que je voulais justement conserver l'amitié. Donc, je n'étais pas une vraie Christine, si je peux le dire ainsi. L'enfant que vous étiez a grandi, Christine. Vous êtes passée de l'adolescence à l'adulte. Qu'avez-vous choisi comme parcours professionnel et pourquoi? Disons que c'est la vie. J'ai appris beaucoup de la vie. Lorsque j'ai terminé mon secondaire, j'ai commencé à travailler rapidement et j'ai toujours travaillé par la suite. Donc, je n'ai pas été me chercher un DEC. Ici, ça s'appelle un diplôme d'études collégiales ou un diplôme d'études universitaires. J'ai toujours travaillé. J'ai travaillé dans divers domaines. J'ai fait plusieurs emplois. J'ai appris de la vie. Lorsque j'ai vécu la dépression en 97, ça a été un bouton déclencheur pour moi pour plein de choses. Et ça m'a amené à découvrir que j'avais du leadership, que j'étais capable de fonder des choses, que j'étais une personne qui avait la facilité de s'exprimer, de parler avec les gens. Et ça m'a amené à des emplois dans ce domaine-là. Ça m'a amené à écrire un livre. Ça m'a amené à faire des entrevues, à prendre confiance en moi, à faire du bénévolat. Et c'est l'université de la vie ce que j'ai appris. C'est beaucoup, ici on appelle ça apprendre sur le tas, mais c'est beaucoup la vie qui m'a appris, qui m'a formé à être la personne que je suis aujourd'hui. Au final, la dépression, le plus beau cadeau de ma vie, c'est vraiment le titre, je dirais, original. C'est vraiment c'est vraiment le résultat de la vie que vous avez aujourd'hui. C'est grâce à cette dépression. On peut dire presque grâce, c'est cela? Tout à fait. Tout à fait. Lorsque j'ai vécu la dépression en 97, je vais te dire que c'est comme si j'étais prisonnière d'une poupée russe. Lorsque la dépression est arrivée, toutes les couches de la poupée russe se sont toutes brisées en même temps. Sauf qu'à l'intérieur de la dernière, il y avait une pousse. Et ce pouce-là, elle demandait à s'épanouir, à sortir. Et je l'ai laissé sortir. Ce qui a fait en sorte que j'ai parti un projet de mère à la maison, j'ai parti le bain familial, j'ai parti des parades dans le centre commercial lors de l'Halloween, un comité de la famille. Je me suis impliquée à différents niveaux, au niveau des politiques familiales. Je me suis impliquée dans le niveau conseil d'administration, dans les conseils d'établissement au niveau scolaire. J'ai commencé à prendre ma place dans ma vie. J'ai commencé à aimer la personne que j'étais, à respecter la personne que je devenais, à me faire respecter par les autres, à prendre ma place, à dire ce que je pensais aussi et accepter le fait que des fois ça dérange, mais que les gens m'aimeront pas moins parce que justement je suis franche, je suis honnête et devenir authentique et m'épanouir là-dedans. Quand vous avez découvert donc la dernière petite poupée, la petite pousse, comme vous dites, étiez-vous à ce moment-là dans la recherche de la réussite, une réussite personnelle, de la performance, ou alors cette notion n'était pas là dans votre esprit, c'était juste le besoin de vivre l'authenticité? Lorsque la pousse, la dernière petite poupée est arrivée, ce que ça a fait, je vais t'expliquer un petit peu la situation, c'est que lorsque la dépression est rentrée dans ma vie, en août 97, j'ai pris des antidépresseurs.
Sauf que j'ai un enfant à la maison qui a 3 ans. Et dans ma tête, c'est comme, j'ai pas à imposer le fait que j'ai besoin de me reposer régulièrement à ma petite fille. Donc, je laisse de côté les temps où j'aurais besoin de me reposer pour être avec ma fille, pour qu'elle puisse avoir des amis. Donc, on va à l'extérieur, on sort et ainsi de suite. Puis, ce que ça l'a fait, c'est que je suis tombée dans une phase d'hyperactivité. J'ai consulté mon médecin qui, croyant bien faire, me change d'antidépresseur et m'amène encore plus dans une phase d'hyperactivité. Et de là, la petite pousse qui a commencé encore plus à pousser. Elle, c'est comme si, je venais de découvrir là, qu'il fallait que je parte des projets à asbestos. Alors, j'ai commencé à partir des projets dans cette phase-là. C'est devenu une obsession. Je ne vivais que pour ce projet-là qui s'appelle le Club Med des Tout-Petits. Et la nuit, je me réveillais pour écrire, incapable de dormir, beaucoup d'insomnie, d'hyperactivité au niveau de mon cerveau, au niveau de tout mon être, au niveau de tout mon corps. Je savais pas qu'est-ce qui se passait. C'est un pharmacien qui m'a dit que cette médication-là n'était pas adaptée pour moi. Et quand j'ai vu mon médecin, il m'a remis au premier antidépresseur que j'utilisais. Et là, ça m'a stabilisé. Mais cette période-là, qui a duré 6 semaines intenses, a été une période très enrichissante pour moi. Ça a été hyper difficile, mais ça a été très enrichissant parce que c'est cette période-là qui m'a permis de déployer mes ailes, de sortir de mon cocon et de devenir graduellement Christine Dubois. Comment avez-vous vécu ce début de carrière professionnelle? Qu'est-ce qui se passait dans votre tête à ce moment-là? Est-ce que vous en étiez consciente d'ailleurs? Je réalisais que j'avais un potentiel au niveau leadership, que j'avais de la facilité à aller chercher des gens et j'étais comme pris dans un tourbillon que j'avançais. J'étais poussée par une adrénaline que j'avais peine à contrôler, mais il fallait que je bâtisse des projets. Alors, je me suis laissée aller là-dedans, puis ça a donné plein de belles choses, plein de beaux moments. Est-ce que j'ai eu le temps d'y réfléchir? Je te dirais que non, parce que c'était comme trop fort. C'est comme si pendant des années, j'avais refoulé tout ça en arrière par mes peurs, prisonnière par toutes ces peurs-là, que là, il fallait que j'aille de l'avant. J'étais propulsée, c'était pas moi qui avait comme le contrôle là-dessus. Aujourd'hui, Christine, vous êtes devenue véritablement une référence dans votre domaine. Je rappelle que vous êtes auteur du best-seller La dépression, le plus beau cadeau de ma vie, et puis également d'un autre livre qui s'appelle Parti pour la gloire. Quelle belle aventure que de réussir à affronter ses peurs pour vivre ses rêves. C'est le sous-titre de ce livre. Vous avez également un site internet et puis une page officielle sur la dépression, le plus beau cadeau de ma vie, sur lequel on peut vous retrouver sur Facebook. Comment vous vivez ce succès aujourd'hui? Très bien. Je vis ça très bien, sauf que des fois, j'ai comme de la difficulté à concevoir quand les gens me rencontrent puis qu'ils m'écrivent, qui me disent que je suis une personne qui les inspire, qui sont des fois gênés, mal à l'aise de me parler. Ils m'écrivent en me vouvoyant. C'est comme c'est comme assez particulier parce que je suis une personne simple. Je suis pas une personne qui a pris cette notoriété-là comme une vedette d'une certaine façon. Puis moi, je me sens privilégiée que les gens me parlent, que les gens m'écrivent, qu'ils me donnent leurs commentaires. Et je veux garder cette simplicité-là, cette authenticité-là. Quand je vais rencontrer des gens dans les salons du livre, souvent, je vais arriver, il y a des gens qui vont venir me parler, puis je vais les prendre dans mes bras, puis il y a un lien particulier que j'ai, puis je veux demeurer comme ça. Parce que, oui, j'ai monté, j'ai gravé des échelons, mais je suis restée la même personne. Je suis restée une personne simple, je suis une personne authentique. Si la personne me rencontre au resto, je suis comme je suis. Je suis pas une personne qui va jouer un rôle. Je suis une personne vraiment là qui est rendue où est-ce qu'elle est rendue, puis je suis fière du cheminement que j'ai fait. Si ça peut inspirer des gens, tant mieux. Je suis vraiment fière de ça. Allez, on marque une courte pause musicale et on se retrouve juste après ça. Tourne la clé, démarre et roule vers le nord, dans les brouillards des embouteillages.
La tête ailleurs sans le voir, il longe le port, se surprend à rêver de voyage. Aujourd'hui c'est sûr, c'est la dernière fois, ça je me le jure, je n'attends que ça. Dans sa mallette, une lettre usée d'être là, mais faut la force de franchir le pas. C'est un mal nécessaire pour cet homme ordinaire, c'est un mal nécessaire, tu vois. C'est un mal nécessaire pour cet homme ordinaire, c'est un mal nécessaire, tu vois. Il n'aurait pas cru encore devoir faire face à l'insouciance des adolescents. Ces mots qui s'en mêlent, son cœur qui bat quand elle passe, son avenir en plein mouvement. Lui qui a sa vie, c'est clair sans histoire, une femme qu'il aime, qu'il attend le soir. Il faudra bien un jour avouer cet amour, il faudra bien lui parler un jour. C'est un mal nécessaire pour cet homme ordinaire, c'est un mal nécessaire, tu vois. C'est un mal nécessaire pour cet homme ordinaire, c'est un mal nécessaire, tu vois. Aujourd'hui c'est sûr, c'est la dernière fois. Mes plaies, mes blessures s'envolent loin de moi. Mais la vie souvent nous tient serrés dans ses bras, en dormant le courage de savoir. Mais c'est un mal nécessaire pour cet homme ordinaire, c'est un mal nécessaire, tu vois. C'est un mal nécessaire quand on veut le monde refaire, c'est un mal nécessaire, tu vois. C'est un mal nécessaire, c'est un mal nécessaire. Contact FM, Contact FM. Mardi Moitou, c'est l'émission qui vous donne la parole chaque mardi soir sur Contact FM en partenariat avec Génération Optimiste, le réseau francophone des gens positifs. Durant toute la durée de l'émission, vous pouvez à votre aise intervenir sur le chat ouvert à cet effet. Je rappelle que pour cela, vous devez nous rejoindre sur le site de www.génération-optimiste.com à la rubrique chat. Nous sommes avec Christine Dubois et une question me brûle la langue. Quelle est, Christine, votre définition de l'optimisme ? Je dirais que moi, la définition de l'optimisme, c'est se choisir et vivre en harmonie avec ce que notre corps, ce que notre cœur nous dit, de façon positive. Moi, dans mon cas, j'apprends de plus en plus à être reconnaissante, la gratitude, apprécier tout ce qu'il y a dans ma vie pour justement mieux la vivre. J'apprécie les facilités, les joies, les bonheurs, comme j'apprécie les difficultés. Puis je vois dans chacune des difficultés un cadeau mal emballé. Le cadeau mal emballé, c'est lorsqu'il t'arrive une maladie, puis que là, tu te demandes pourquoi ça l'arrive. En fin de compte, tu réalises que ça te permet de rentrer en contact avec des personnes que tu n'aurais pas rencontrées en d'autres circonstances, que ça te permet de prendre encore plus soin de ta santé. Et c'est la même chose à différents niveaux, une perte d'emploi ou peu importe. Moi, être optimiste, c'est avoir confiance en la vie, s'ouvrir à la vie et apprécier le meilleur pour soi. Wow! Pour avancer dans la vie, quelle est votre devise personnelle, votre citation, votre référence préférée et surtout pourquoi? Dans mon cas, c'est rien n'arrive pour rien.
Très bien. Parce que tout arrive pour une raison. Parfois, c'est surprenant. D'autres fois, on se dit, bon, regarde, c'est là qu'on est rendu, mais rien n'arrive pour rien. Aucune personne n'entre dans notre vie pour rien non plus. On a toutes quelque chose à apprendre de chacune des personnes qui entrent dans notre vie ou qui sortent de notre vie aussi. À vos yeux, c'est quoi votre plus importante réussite? D'être moi. De me choisir. Parce que souvent, tu sais, la plus grande réussite, il y a beaucoup de gens qui vont dire, ben moi, c'est d'avoir mes enfants. C'est d'avoir réussi mon mariage, peu importe. Moi, dans mon cas, je trouve que d'être moi, de me choisir, c'est un bel héritage que j'offre à mes filles. De pouvoir leur donner un exemple que dans la vie, lorsqu'on apprend à être soi, les gens autour de nous sont plus heureux parce que justement, on est authentique, on joue pas de game, on est vrai. Puis d'arriver à cette étape-là dans la vie, c'est une réussite parce qu'il y a tellement de travail à faire, tellement de gens qui vivent pour le plaisir des autres, non pour le plaisir de soi. Alors d'avoir réussi à être moi, je pense que, puis de continuer à l'être, là, c'est un travail de tous les jours, là, je pense que c'est une belle réussite. Est-ce que par rapport à votre confiance en vous, à votre estime de vous, il y avait un problème de ce côté-là? Parce que être soi-même, par définition, on n'a pas à jouer un rôle. Quand on joue un rôle, c'est pour se protéger, donc. Oui, tout à fait. Parce que moi, comme je te disais tantôt, j'ai porté le manteau de la timidité pendant des années. Oui, d'accord, mais cette timidité, elle provient de quoi? Elle vient d'où? Je peux pas te le dire. Je peux pas te le dire, mais j'étais une personne très gênée, même que je me faisais agacer de temps en temps quand j'allais chez mes grands-parents. Je me cachais toujours en arrière de mon père. D'accord. Pourtant, c'était chez de la famille, mais j'étais pas la personne qui prenait de place. Fait que je l'appelle mon manteau de la timidité parce que justement, il a fallu que j'apprenne qui j'étais, la valeur que j'avais moi. Il a fallu que je me bâtisse une confiance en moi, ce que j'avais pas. J'avais pas confiance en moi. D'accord. Et je réalise, lorsque j'ai été rencontrée, j'ai fait à plusieurs occasions, j'ai été rencontrer des élèves au secondaire, des personnes âgées, différents groupes de personnes, et je réalise qu'il y a beaucoup de gens qui ont peu de confiance en soi. Puis, je trouve ça bien dommage, mais c'est ça, c'est qu'il faut la travailler. C'est pas quelque chose qui est dû acquis. Puis, je crois pas qu'on ait avec une confiance en soi puis avec une estime de soi. Il faut la bâtir, puis c'est un travail à tous les jours. Quel serait votre vœu le plus cher aujourd'hui et pourquoi, Christine? Mon vœu le plus cher, ben, ça serait de continuer à avancer comme je le fais là, à apprendre de la vie, à continuer à déployer mes ailes, à justement arriver à atteindre mes rêves. J'en ai plusieurs d'atteints. J'ai sorti beaucoup de ma zone de confort. J'ai vécu beaucoup de premières fois depuis que j'ai 40 ans. Et c'est justement d'arriver à démystifier la maladie mentale parce que dans mon entourage, dans les gens que je côtoie, il y en a beaucoup de gens qui sont atteints, beaucoup de gens qui osent pas demander de l'aide, beaucoup de gens qui vivent dans le déni. Mais la maladie mentale, elle a tellement d'impact sur la vie des gens qui en sont atteints, sur leur famille, sur leur travail. Puis arriver à faire une différence, moi, je te dirais que ça serait un de mes vœux les plus chers présentement, là. Allez, on marque une courte pause et on se retrouve juste après ça. Contact FM. Contact FM. Troisième et dernière partie de notre émission Mardi Moi Tout sur Contact FM, en direct sur les 88.8 et 89 de la bande FM ou encore en web diffusion sur Internet. Nous sommes en compagnie de Christine Dubois que vous pouvez retrouver à l'affiche de notre site partenaire www.génération-optimiste.com. Parlons peu mais parlons bien, parlons de votre domaine d'expertise. Alors Christine, que proposez-vous concrètement, je dirais, à l'ensemble de vos lecteurs et surtout comment on vous trouve? Mais moi, je suis disponible, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur Facebook, sur ma page La dépression, le plus beau cadeau de ma vie. J'y mets beaucoup de pensées, de réflexions positives, des textes qui touchent à la maladie mentale pour justement conscientiser les gens au fait de dire qu'ils sont pas seuls, mais qu'il y a des gens qui s'en sortent, puis c'est possible d'avoir un rétablissement.
J'ai un site web qui s'appelle www.conférencechristinedubois.com et j'ai 2 livres, dont La dépression, le plus beau cadeau de ma vie, ainsi que Parti pour la gloire, qui sont tous les 2 disponibles au Canada, en Europe et en format numérique. En général, qui sont les personnes qui vous sollicitent? Je parle du coaching, là, par exemple. Et comment ça se passe, le premier contact avec vous? Mais la plupart vont me communiquer via ma page Facebook ou via mon site web, parce que du fait que les gens sont en lien avec la maladie mentale, je ne suis pas intervenante sociale, je ne suis pas psychologue et je ne prends pas ces titres-là. Donc, la plupart me disent, j'ai déjà un psychologue, j'ai déjà un travailleur social, je prends déjà des antidépresseurs, mais j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me comprend. Alors, c'est une façon, souvent les gens m'écrivent par courriel ou via ma page Facebook. Et moi, c'est une des choses que je leur dis. Moi, je vais vous les aider avec l'expertise que j'ai appris sur le terrain. Mais je les conseille souvent d'aller chercher au niveau des organismes communautaires, d'aller rencontrer des psychologues, des psychiatres ou des psychologues pour justement les aider dans leur situation présente. Allez, pouvez-vous nous parler de vos derniers travaux, de votre actualité? Vous m'avez dit que tout à l'heure, vous étiez en train d'écrire un prochain livre, voire un 4e livre. Oui, présentement, je travaille sur un livre qui touche les moments de bonheur. Lorsque j'ai vécu, les dernières années ont été des années assez ardues à différents niveaux, surtout au niveau émotif. Et le 1er janvier 2014, j'ai fait un bilan de mes années afin de découvrir ce que j'avais appris. C'est pourquoi j'avais vécu ça. Et ce qui est ressorti, c'est d'écrire un livre sur le bonheur. Parce que malgré tout ce qu'on vit, il y a toujours des moments de bonheur. Des fois, ils sont simples, des fois, ils sont plus gros, mais il y en a tout le temps. Alors, je me suis dit, regarde, Christine, je me suis bâti un gros réseau de contacts. Alors, j'ai été rencontrer des personnes âgées, des jeunes en difficulté, des policiers, des pompiers, des ambulanciers, pour justement tout faire la compilation de leurs moments de bonheur. Le moment de bonheur, c'est tellement simple. C'est d'aller prendre un café avec ma mère le matin, c'est d'aller marcher avec de la musique dans mes oreilles, puis de me sentir stimulée, d'être confiante, de me lever le matin. C'est le moment de bonheur, c'est simple. Alors, mon livre porte sur le moment de bonheur, qui est le 3e. Et le 4e, c'est une personne qui travaille, qui fait des compétitions d'hommes forts dans mon secteur. Puis, il a été l'homme le plus fort du monde, catégorie maître, soit 40 ans et plus. Donc, il m'a demandé d'écrire un peu son histoire. Donc, c'est mon 4e projet. Et je fais aussi des ateliers d'écriture pour les personnes âgées et pour les jeunes. Est-ce que vous avez des projets dans les semaines à venir, là, dans l'immédiat? Terminer mes livres. Okay. Aller rencontrer des gens qui ont des histoires à me raconter pour le bonheur. Et essayer justement de m'imposer une certaine discipline, parce que je suis pas une personne qui est disciplinée à la base. Donc, de m'imposer une discipline pour arriver à mettre tous ces projets-là à terme. À votre avis, Christine, c'est quoi le secret d'une vie réussie? Je te dirais, c'est d'être authentique avec soi. C'est moi, en tout cas, moi dans mon cas, là, c'est ce que je trouve, c'est que plus on est authentique, plus qu'on va faire des choix pour nous. Puis en faisant des choix pour nous, ça nous amène à vivre un grand bonheur et à déployer ce bonheur-là, à laisser un peu de poussière de bonheur sur les gens autour de nous. Ça crée un engouement, ça crée quelque chose de bien, de positif. Alors, selon moi, une vie réussie, c'est une vie qui te permet d'être toi et de pouvoir aider les gens à être eux aussi. Alors finalement, dans cette réponse, j'y retrouve un peu la réponse de ma prochaine question qui était effectivement, est-ce que vous avez un conseil à nous promulguer pour améliorer votre quotidien? Alors moi, je vais retourner cette question en disant, mais comment je peux mieux vivre, comment je peux être en bonne santé dans notre quotidien? Vous avez une réponse à m'apporter puisque vous êtes également coach en bien-être? Mais moi, je te dirais d'apprendre à être à l'écoute de ton cœur, prendre à l'écoute de ton corps et te respecter. Une des choses que la vie m'a appris, c'est d'apprendre à aimer la personne que je suis avant d'aimer les autres, d'apprendre à me respecter pour me faire respecter des autres et d'apprendre aussi à être en accord avec qui je suis. C'est terminé pour moi le fait de faire un travail qui ne me convient pas pour les avantages sociaux, pour le syndicat, pour peu importe.
C'est terminé de faire une vie qui m'apporte pas autant de bonheur, pas autant de plaisir, parce que ce que les gens vont penser aussi. Moi, je suis rendue à une étape de ma vie que je veux être moi. Et si les gens sont capables de se respecter assez pour faire ce qu'ils aiment, je pense qu'il va y avoir moins parce que je parle de la maladie mentale, moins de problèmes de maladie mentale, parce que plus qu'on est en harmonie avec soi, mieux on est, mieux ça a des répercussions dans toute notre vie, avec nos collègues de travail, dans notre famille, avec nos parents, parce que justement, on apprend à mieux vivre la vie, à mieux être bien avec soi. En conclusion, qu'est-ce qui vous rend optimiste pour cette fin d'année 2014? Toutes les personnes qui rentrent dans ma vie, les personnes qui sont là pour m'aider à évoluer, qui me donnent la poussée nécessaire que j'ai besoin pour avancer, qui me donnent la main pour monter les marches de la vie, qui ont confiance en moi peut-être des fois plus que moi je peux l'avoir, mais surtout pour toutes les actions que je vais poser afin de faire une différence dans ma vie. Je suis pas différente des autres, c'est juste que j'ai peut-être plus d'ambition ou plus de vouloir, plus de désir. J'ai des rêves, j'ai des objectifs, j'ai des projets et mon objectif, c'est de les voir se réaliser. Moi, j'essaie d'éviter le plus possible les j'aurais donc dû. Donc, lorsque mon cœur me dicte de faire telle chose, je le fais. Et habituellement, je suis rarement déçue. Merci infiniment, Christine Dubois, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé votre vécu, votre expérience avec nous. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci à toi. Merci. Je vous souhaite naturellement une vie remplie d'optimisme. Nous arrivons donc au terme de ce nouveau numéro de Mardi Moitou. Merci aux fidèles auditeurs de Contact FM. Merci à tous les internautes de nous suivre sur la toile en web diffusion. J'espère que ce soir encore vous avez pris beaucoup de plaisir en notre compagnie. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Mardi Moitou. Nous recevrons un nouvel invité pour un nouvel interview vérité. Alors surtout, n'oubliez pas de préparer vos questions et de les poser sur le chat de notre site partenaire. C'était Ludovic Bozeron pour Contact FM et pour Génération Optimiste. Bonne soirée à tous. Allez, à très bientôt.